sur l'état d'urgence. Le ministre de la Justice voulait que la police intervienne rapidement. La journaliste Mylène Crête de la Presse dresse le compte-rendu de la journée. Ingérence de la Chine dans les élections de 2019. Que savait le premier ministre Justin Trudeau? On en débat avec notre panel de députés. Il y a moins d'une semaine de la rentrée parlementaire à Québec, quels sont les défis du gouvernement Legault et des partis d'opposition? L'analyse du journaliste Louis Lacroix du réseau Cogeco. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ça a été une journée chargée aujourd'hui à la Commission sur l'état d'urgence. Le juge Paul Rouleau a entendu les témoignages des ministres de la Justice David Lametti, de la Défense Anita Anand et des Transports Omar Alghabra. Le ministre de la Justice a dit que, d'après sa propre interprétation juridique, tous les critères étaient remplis pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence, et ce, même si le SCRS avait déterminé qu'il n'y avait pas de menace à la sécurité nationale. Il s'est aussi défendu d'avoir voulu s'ingérer dans les opérations de la police d'Ottawa. Vous verrez que dans mes échanges, à aucun moment je ne suggère qu'il faudrait donner des instructions à la police. Nous avons établi des priorités, mais on ne peut pas prendre des décisions au niveau opérationnel pour les pouvoirs policiers. Et pour faire le point sur cette journée chargée en témoignages à la Commission Rouleau, je retrouve sur place la journaliste Mylène Crête de la Presse. Bonsoir, Mylène. Bonsoir. D'abord, sur le fond de la question, le ministre Lametti a offert sa propre interprétation de la loi sur les mesures d'urgence. Il a affirmé que son gouvernement était tout à fait en droit donc d'invoquer cette législation et que tous les critères étaient remplis. Comment, d'abord, le ministre a justifié sa position? Bien, il l'a justifié, puis c'est quelque chose dont on avait entendu parler lundi lors du témoignage du directeur du Service canadien de renseignement de sécurité. C'était qu'il pouvait y avoir deux interprétations de la définition d'une menace à la sécurité nationale. Selon qu'on utilisait la loi du Service canadien de renseignement de sécurité ou la loi sur les mesures d'urgence. Donc, même si c'est la même définition, selon le ministre Lametti, il peut y avoir deux interprétations différentes parce que ce sont deux législations différentes et que dans le cas de la loi sur les mesures d'urgence, c'est le gouverneur en conseil qui décide, donc le cabinet. Et ce n'est pas le Service canadien du renseignement de sécurité. Je vous rappelle que la définition dans la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour une menace à la sécurité nationale, on parle d'espionnage, de sabotage, d'interférence étrangère, d'ingérence étrangère, pardon. Donc, ce sont des menaces qui, généralement, peuvent déclencher des enquêtes du service de renseignement. Et donc, lui, il a défendu cet argumentaire-là, mais il n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il n'a pas voulu parce qu'il a souvent évoqué le secret professionnel là, comme procureur général pour éviter d'en dire plus sur les avis juridiques là, qu'il avait donnés à l'époque. Bon. Dès le début du témoignage du ministre Lametti ce matin, on a pu voir l'échange suivant de messages textes, on va le voir à l'écran, entre M. Lametti et le ministre Marco Mendicino. Message qui a été envoyé alors que le convoi des camionneurs paralysait la ville d'Ottawa. Le ministre Mendicino écrit que les policiers ont déjà les pouvoirs nécessaires. M. Lametti répond, et je le cite, « Je suis stupéfié par l'absence de plan des policiers » et il ajoute que le chef de police d'Ottawa, Peter Slowly, est incompétent. Alors, à quel point ça dévoile, Mylène, au grand jour, la relation, je dirais, dysfonctionnelle entre le gouvernement et la police d'Ottawa? Bien, oui, ça fait partie de la question parce que c'est la police d'Ottawa qui doit gérer tout ce qui a trait à la sécurité sur la rue Wellington. C'est une rue qui fait partie, la rue qui est du Parlement, là, qui fait partie de la ville d'Ottawa. Mais toute la question du procureur là-dessus était sur l'ingérence politique dans les affaires policières là, durant le convoi de la liberté. Donc, le ministre Lametti s'est défendu d'avoir voulu faire de l'ingérence. Il a dit qu'il était frustré par la situation, qu'il craignait pour sa sécurité parce que lui-même habitait au centre-ville d'Ottawa, qu'il avait dû se relocaliser temporairement
à Montréal, où il a également une résidence. Et donc, il a dit qu'il exprimait plutôt sa frustration à l'égard de l'absence d'action de la part de la police durant la première fin de semaine du convoi de la liberté. Il y a eu un autre message texte présenté aujourd'hui dans lequel le ministre Lametti écrit toujours au ministre Marco Mendicino « Tu dois faire bouger la police ». Alors, c'est assez direct. Comment le ministre Lametti a expliqué ce message-là? Est-ce qu'il a dû se défendre de faire de l'ingérence dans les affaires de la police? Oui, ben justement, j'en parlais un petit peu plus tôt. Mais c'est sûr que c'était ça, les questions du procureur de la commission. Mais le ministre a dit non. Mon collègue Mendicino n'était pas en contact direct avec la police d'Ottawa. Je n'ai pas moi-même donné d'ordre à la police. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. C'était une discussion privée entre deux collègues et j'ai écrit ça un peu sous le coup de l'émotion. Donc, c'est de la façon dont il s'est défendu. Bon, il a rappelé aussi que bien que le gouvernement ne puisse pas donner d'ordre aux forces policières, il peut édicter des priorités. Mais tout ça fait partie des questions de la commission là, depuis plusieurs jours là, sur y a-t-il eu une ingérence politique là, dans la façon dont on voulait diriger la police. Mais bon, M. Lametti, là, a plutôt parlé d'exaspération à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et c'est pas la seule révélation contenue dans ces messages textes qui ont été produits aujourd'hui. Il a aussi été question de l'aide de l'armée et même de chars d'assaut. Qu'est-ce qu'on a appris au juste? Ben, c'était dans le même échange avec le ministre Mendicino, où M. Lametti pressait M. Mendicino là de dire il faut que la police fasse quelque chose, ça n'a pas de sens, tous ces camions. Et donc il a dit peut-être les forces armées. Puis là, M. Mendicino lui demande combien de chars d'assaut est-ce que tu veux? Il répond un seul, ça va suffire. Donc, encore une fois, M. Lametti a dit qu'il faisait une blague, qu'il était exaspéré, que c'est un courriel qui a été, un texto qui a été écrit là sous le coup de l'émotion. Ouais, là, dans le feu de l'action, mais ça soulève quand même des questions parce que on sait que le gouvernement, en tout cas, s'est posé des questions sur le fait d'utiliser des remorqueuses des forces armées canadiennes pour enlever les camions. Le ministre Blair a témoigné plus tôt cette semaine que finalement c'était pas l'équipement adéquat qui devait être utilisé pour ça, là, que ça allait pas fonctionner là pour des aspects techniques, mais ça a été considéré. Mais là d'envoyer des chars d'assaut et l'armée, tout récemment, là, tout à l'heure, M. Lametti a dit non, je pensais pas à ce qu'on envoie l'armée pour vrai. C'est vraiment une mesure de dernier recours et la loi sur les mesures d'urgence est une mesure de deuxième dernier recours. Donc, avant d'envoyer l'armée, il faut passer par la loi sur les mesures d'urgence. C'est la réponse qu'il a donnée en contre-interrogatoire il y a peu de temps. Oui. Il nous reste 20 secondes, Mylène. Il y a des témoignages, évidemment, qui sont très attendus demain et vendredi à cette commission Rouleau qui conclut ses audiences cette semaine, dont celui du premier ministre Justin Trudeau vendredi. Qu'est-ce que vous allez surveiller plus particulièrement en quelques secondes? Ben c'est sûr que c'est ça qui va être intéressant. Tout est dans la façon de savoir à quel moment est-ce qu'ils ont décidé de recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Est-ce que la décision a été prise beaucoup plus tôt que le 14 février ou ça a vraiment été pris le 14 février? Alors moi, c'est ce que je vais surveiller. À suivre donc encore pour 2 jours. Mylène Crête, journaliste à la presse. Merci beaucoup. Merci de ce compte rendu. Merci, au revoir. On revient maintenant sur l'ingérence possible de la Chine au Canada et ses révélations selon lesquelles 11 candidats aux élections fédérales de 2019 auraient été financés par le pays étranger. Le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes a amorcé hier un examen de cette affaire à la demande du Parti conservateur. Le directeur général des élections, Stéphane Perreault, a déclaré devant ce comité qu'il n'était au courant d'aucun détail sur cette ingérence possible. À son entrée au caucus ce matin, le premier ministre Justin Trudeau a défendu l'intégrité des élections canadiennes. Bien, c'est extrêmement important que les gens puissent avoir confiance dans nos processus électoraux. On sait que ça doit inquiéter quiconque quand il y a des rapports ou des suggestions que peut-être l'intégrité de nos élections a été compromise. Mais la réalité, comme a été confirmé hier soir, comme je dis depuis longtemps, comme le panel qu'on a convoqué pour regarder l'intégrité de nos élections a confirmé, il n'y a pas eu d'ingérence qui a changé l'issue de nos élections.
Et pour discuter de la réponse du gouvernement fédéral, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Christine Normandin. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Greg Fergus des libéraux, je vais commencer avec vous. Le premier ministre a eu un échange sous tension avec le président chinois au G20 la semaine dernière. Il aurait discuté avec lui d'ingérence chinoise en sol canadien. Mais hier, M. Trudeau a dit qu'il n'avait jamais été informé de cette histoire de candidat financé par la Chine. Alors, je vous demanderais, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Mais tout d'abord, la protection de la démocratie canadienne est une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Il ne faut pas oublier, il y avait deux allégations. La première, c'était qu'il y avait de l'ingérence de la Chine auprès de certains candidats. Le directeur des élections ou la présidente d'Élections Canada est en train de porter une examination. Mais la deuxième chose, il ne faut pas oublier aussi, il y avait des allégations qu'il y a des postes de police, soi-disant, entre guillemets, qui ingèrent, qui tentent d'intimider les Canadiens d'origine chinoise. Alors, je comprends très bien que le premier ministre a probablement eu une préférence sur la deuxième chose plutôt que la première, mais peu importe, la question reste tout entière. Il ne faut pas que le Canadien, ni les Canadiens, ni leur gouvernement va accepter, pas du tout, cette ingérence d'une puissance étrangère au Canada. Mm-hmm. Et puis, il y a des moyens dont nous disposons pour faire enquête et puis prendre des mesures nécessaires. Bon. M. Trudeau est aussi passé à l'attaque hier. Il a dit qu'il faut faire attention de ne pas jouer des jeux comme on voit aux États-Unis, en remettant en question finalement la validité des élections au Canada. Luc Berthold des conservateurs, qu'est-ce que vous répondez à cette attaque de M. Trudeau? C'est totalement ridicule, c'est d'une faiblesse absolue. Vous savez, il n'est pas question de ça. Les partis d'opposition, on est tous d'accord. Il y a même les députés libéraux qui ont voté avec nous pour une motion pour qu'on fasse des réunions spéciales du comité des procédures de la Chambre pour faire en sorte de faire la lumière sur les suites de l'article de Global News. Et dans l'article de Global News, qu'est-ce qu'on dit le 7 novembre? C'est que la Chine a fait une vaste campagne d'ingérence étrangère dans les élections de 2019. On dit qu'il y a un consulat qui aurait financé un réseau de 11 candidats lors de l'élection de 2019, qu'il y aurait 13 employés qui auraient été également participé à ce réseau-là. On dit qu'il y a des agents qui sont infiltrés dans les bureaux de députés ou dans les bureaux de ministres. Puis on dit aussi qu'il y a une campagne de représailles envers des politiciens qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec les politiques de la Chine. C'est ça qu'on enquête à PROC présentement et c'est ce qu'on a demandé au premier ministre. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez appris en janvier de cette année, selon ce que Global a dit, toutes ces révélations-là, quelles sont spécifiquement les choses dont vous avez été informés que vous n'avez pas pris la peine de communiquer avec les Canadiens? La transparence dans les élections, c'est la première chose, c'est ce qui compte le plus. Et donc, on s'attend à ce que le premier ministre nous donne toute l'information le plus rapidement possible. Vous parlez de transparence, je me tourne vers le Bloc québécois. Christine Normandin, un de vos collègues a répliqué hier aux communes que le simple fait que le premier ministre Trudeau ait soulevé l'enjeu de l'ingérence électorale auprès du président chinois, ça prouve que M. Trudeau savait quelque chose et qu'il ne veut pas nous le dire. Est-ce qu'au Bloc, vous accusez le premier ministre Trudeau de nous cacher des informations sur cette affaire? Ben en fait, on l'accuse surtout d'être un peu incohérent. Là. Il vient nous dire qu'il n'y a pas d'ingérence tout de suite après avoir pourchassé Monsieur Xi Jinping sur la question de l'ingérence au sommet du G20. Et ce qu'on demande, c'est effectivement plus de transparence. Puis on veut surtout s'assurer que la démocratie soit respectée. Au-delà de nous accuser injustement de dire que le résultat d'élection a été compromis, que ce n'était pas intègre, alors que personne n'a parlé de ça.
Ce qui est important, c'est surtout de voir pour la suite qu'est-ce que ça peut impliquer s'il y a eu de l'ingérence. Une fois l'élection passée, par exemple, si un candidat qui est élu se sent l'obligation de faire un retour d'ascenseur, ce n'est pas le résultat de l'élection comme telle qui est l'enjeu, c'est le fait qu'on se sent peut-être un peu attaché à un acteur étatique étranger. Et c'est pour ça qu'on se met en mode solution, comme on le fait tout le temps au Bloc. Ouais. D'une part, il y a notre chef qui a demandé à la commissaire aux élections de faire enquête pour que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Et on est revenu en Chambre aujourd'hui pour demander un retour du financement public des partis politiques, ce qui viendrait contrecarrer cette forme d'ingérence-là qui peut suivre des députés, même bien après que l'élection soit passée, qui devient une protection contre cette forme d'ingérence-là. Et là-dessus, on n'a eu absolument aucune réponse du premier ministre, et ça malgré le fait que c'est une promesse qu'il a faite par le passé de rétablir le financement public. Les partis d'opposition ont aussi demandé au gouvernement à plusieurs reprises cette semaine de dévoiler l'identité des candidats qui auraient reçu du financement de la Chine. Alexandre Boulris du NPD, vous dites que c'est parce que M. Trudeau n'en a jamais entendu parler, que c'est pas à cause de ça qu'il s'est rien passé. Est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement de révéler cette affaire, ou si c'est plutôt à la police que ça revient? Bien, premièrement, c'est extrêmement sérieux s'il y a des allégations d'ingérence étrangère pour nos élections. S'il faut prendre ça au sérieux, puis il y a beaucoup de cachotterie en ce moment, puis de contradictions de la part du premier ministre, puis je rejoins Mme Normandin dans ses propos là-dessus. Et nous, ce qu'on veut au NPD, c'est avoir de la transparence. Il semble qu'il y a un rapport qui a été déposé par le SCRS au mois de janvier, qui parlait potentiellement de financement de candidats et de candidates. Nous, on n'est pas en train de faire de la chasse aux sorcières pour avoir des noms là en ce moment. On est en train de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, puis que les parlementaires soient au courant, puis qu'on a une enquête là-dessus. Nous, on a demandé une réunion d'urgence du comité PROC lundi soir, on l'a eu, mais là, ce qu'on veut, c'est avoir des documents, avoir accès à ce rapport-là, puis de pouvoir avoir une enquête, puis poser des questions aux ministres qui sont concernés. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute de la part de nos concitoyens que notre système électoral, nos élections sont compromis. Puis bon, l'accusation de M. Trudeau qui dit que les partis d'opposition remettent en doute le résultat des élections, là, comme le font les partisans de Donald Trump aux États-Unis, c'est absolument loufoque. Je ne sais pas pourquoi M. Trudeau fait ça. En fait, parce que, comme mes collègues l'ont dit, personne n'a jamais parlé de ça ici. Ce qu'on veut, c'est de la transparence, faire la lumière, puis utilisons les outils qu'on a comme parlementaires pour aller au fond des choses, puis peut-être avoir des recommandations pour éviter que ça se reproduise dans l'avenir. Le financement public des partis politiques, c'est une très bonne idée, soit dit en passant. Greg Fergus, justement, vous voulez répondre à M. Oui, Boulris? certainement. Et c'est tellement, et à tous mes collègues, écoutez, c'est tellement important qu'on ne fait pas l'amalgame. Comme le directeur des élections Canada a dit, parce que moi, je fais partie du comité du PROC, et puis on a eu Monsieur Perrault en tant que témoin. Il nous a assuré que la démocratie canadienne, avec l'élection de 2019, était équitable et intègre. Alors, il n'y avait pas de question que un gouvernement, selon les allégations chinoises, a déjoué le processus démocratique au Canada. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Il n'est pas allé aussi loin que ça. Tout ça a dit... C'est ça exactement ce qu'il avait dit en comité, Luc. Et deuxième chose, c'est très important en écoutant tout le monde ici, même moi, si vous voulez m'accuser d'être de partisanerie, c'est la raison pour laquelle il faut mettre un système de révision non partisan. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle la commissaire aux élections est en train d'examiner ça. Et aussi, la GRC est impliquée pour examiner les allégations concernant ces fameux postes de police. Je dois vous couper. Luc Berthold, vous vouliez réagir, allez-y. Ben, écoutez, ce que le directeur général des élections a confirmé, c'est qu'il n'y avait pas eu de plainte de la part du premier ministre, et on le comprend, il a dit que c'est pas son devoir de recevoir des plaintes-là. Il a dit qu'il était préoccupé aussi par l'influence étrangère dans le processus électoral, et que c'est un mandat qui est beaucoup plus large que uniquement Élections Canada. Ça peut comprendre des implications dans d'autres secteurs que lui n'a pas juridiction. Donc, il faut prendre tout. Et nous a aussi assuré tous les membres du comité que les élections de 2019 étaient justes.
Christine Et Normandin. ce que j'ai posé comme question, justement, c'est important parce que les élections étaient juste le résultat, mais j'ai posé la question, il n'a pas pu répondre. Qu'est-ce que ça prend comme niveau d'intégrité? S'il y a un seul comté dont le résultat a été influé par des dons étrangers, par n'importe quelle influence étrangère, est-ce qu'on va considérer que le résultat final est intègre? Bien sûr, il y a quand même un problème, et malheureusement, en ce moment, après avoir appuyé notre motion, les libéraux semblent vouloir se reculer puis tranquillement dire « Ah non, tout est beau, Mme Marquise, il s'est rien passé », alors que c'est pas vrai. Christine Normandin, je dois aller. Je vous ai laissé assez de temps. Christine Normandin, rapidement, allez-y. Si je peux me permettre, justement, M. Fergus est encore une fois le seul à ramener ça sur la question de l'intégrité des élections. Un candidat pourrait avoir gagné son élection avec 20 000 voix de majorité, avoir reçu de l'argent pour sa campagne et malgré tout se sentir attaché à un acteur étatique étranger. Et il est là le problème. Et ça suit ça beaucoup plus loin que le résultat de l'élection. Les gens font pas s'arrangent pas pour arranger les élections pour pouvoir faire des paris dessus et le gagner. C'est pour avoir un retour d'ascenseur potentiel par la suite. Alexandre Boulris, le mot de la fin. Ben, je pense qu'il va falloir prendre ça très, très au sérieux et être capable d'avoir une discussion entre adultes ici parce que faut pas être naïf. Il y a des dictatures et des puissances étrangères qui vont avoir intérêt dans les prochaines années à déstabiliser notre processus électoral et notre système démocratique. Je pense qu'il y a peut-être un petit signal d'alarme là en ce moment, puis il va falloir que le gouvernement libéral prenne ça pas mal plus au sérieux. Greg Fergus, Luc Berthold, Christine Normando, Alexandre Boulris, merci à vous quatre et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au Québec, ce sera jour de rentrée parlementaire mardi prochain, 2 mois après les élections générales du 3 octobre. Le gouvernement de la CAQ fait un retour en force avec 90 députés sur 125 à l'Assemblée nationale, mais aucun de la région de Montréal. Le Parti libéral, qui forme l'opposition officielle, traverse présentement une grave crise de leadership alors que les autres partis d'opposition tentent de négocier une meilleure reconnaissance au Parlement. Alors, pour parler des différents défis qui s'annoncent du côté de Québec, je retrouve le journaliste Louis Lacroix, qui est correspondant parlementaire pour le réseau Cogeco. Bonsoir, Louis. Oui, bonjour. Bonsoir, Esther. On va commencer justement par les négociations sur le statut des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, statut qui, je le rappelle, détermine leur budget, leur temps de parole. On en est où exactement? Mais là, en fait, on dit qu'il y a du progrès. On refuse maintenant de nous dire à quel point, mais on sait que le Parti québécois est sans doute le parti qui est le plus en demande. Ils ont seulement 3 députés et si on se fie à l'entente ou en fait à la proposition qui a été faite la semaine dernière, ils auraient quelque chose comme 5 du temps de parole. Alors ça ne les satisfait pas. Donc, ils sont en train d'essayer d'augmenter ce temps de parole-là. On sait déjà que le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, va être reconnu comme chef, mais c'est le temps de parole de l'ensemble des députés, des 3 députés qui fait défaut selon le Parti québécois. Alors, on essaie de gagner des points. Cet aspect-là se négocie avec les partis d'opposition parce que c'est les partis d'opposition qui déterminent justement le temps de parole réparti entre eux. Et évidemment, le Parti libéral est très, très satisfait parce qu'il a la grande majorité du temps de parole. Mais là, pour l'instant, c'était toujours le statu quo aux dernières nouvelles. On me dit qu'il y a peut-être un peu de progrès, mais évidemment, ça ne sera pas la satisfaction du Parti québécois, ça c'est ça. Ouais. Pour ce qui est du Parti conservateur du Québec, il a quand même récolté 13 des voix lors de la dernière élection, mais il n'a pas réussi à faire élire de députés. Ce sera quoi le statut du Parti conservateur à l'Assemblée nationale? Ben, pour l'instant, il n'y a pas de statut. Ce que demande Éric Duhaime, c'est d'avoir des locaux, d'avoir un budget de recherche. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancement à ce niveau-là. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les négociations se concentrent davantage autour des 3 partis, des 4 partis, en fait, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, les 3 partis d'opposition. Pour l'instant, il n'y a pas de progrès là, pour les troupes d'Éric Duhaime. Donc, c'est ça, des négociations avec Québec solidaire, Parti québécois, la CAQ et le Parti libéral. Le gouvernement de la CAQ, donc, effectue un retour en force à l'Assemblée nationale. On sait que le premier ministre François Legault a consacré une bonne partie de son premier mandat à gérer la pandémie. Ce sera quoi les dossiers prioritaires du côté de Québec pour cette rentrée parlementaire? Bien, on sait déjà que le projet de loi numéro 1, ça va être celui sur le plafonnement des coûts dans les différents programmes du gouvernement. Ça a été annoncé la semaine dernière. Éric Girard a dit qu'on allait plafonner les tarifs du gouvernement, permis de conduire,
les chambres privées dans les hôpitaux, tarifs en CHSLD, etc., ça va être plafonné à 3 %. Alors ça, c'est le projet de loi numéro 1 qui va être déposé dès la semaine prochaine. Et par la suite, bien évidemment, on va se concentrer beaucoup là, sur la lutte à l'inflation. C'est une priorité du gouvernement Legault. Il y aura une mise à jour économique le 8 décembre prochain du ministre Éric Girard. Et on sait déjà là, qu'il va y avoir des mesures là, pour essayer d'alléger le fardeau fiscal des Québécois. Il y a les fameux chèques qui avaient été promis là, de 400 et 600 $ pour les gens qui gagnent moins de 50 000 ou 100 000 $ qui vont effectivement être distribués. Mais c'est la lutte vraiment à l'inflation qui sera la priorité du gouvernement Legault et bien sûr aussi les éternels transferts en santé, la lutte justement pour essayer de freiner la baisse de l'utilisation du français au Québec et bien sûr une priorité là, pour le gouvernement de François Legault. Il l'a déjà annoncé la semaine dernière lors du sommet de l'OIM. Justement, dans le dossier des paiements de transfert en santé et dans le dossier de l'immigration également, on sait que M. Legault est en demande face au gouvernement fédéral. Il a fait preuve de souplesse dans les deux cas, davantage d'ouverture récemment. On s'attend à quoi comme dynamique entre Justin Trudeau et François Legault dans cette session? Ben là, je pense qu'il y a eu des prises de bec là, précédemment, il y a 2 semaines là-dessus, là, sur les fameux transferts en santé après la réunion des premiers ministres. Mais là, on sent que François Legault est peut-être plus dans une attitude d'écoute. D'ailleurs, il a rencontré Justin Trudeau à Djerba la semaine dernière. Et on sentait vraiment là, qu'il y avait une attitude un petit peu plus à la conciliation puis à l'écoute, moins en confrontation. Alors, il y a 2 dossiers importants. Là, tu l'as mentionné, Esther, bien sûr, les transferts en santé, on est en demande. Ça représenterait 6 milliards de plus par année pour le Québec si le Québec recevait ce qu'il demande. Et est-ce qu'on va essayer de profiter du fait, bien sûr, là, qu'il y a 2 dossiers importants, celui de l'immigration, celui des transferts en santé, pour peut-être faire des concessions d'un côté et accepter davantage de l'autre. Alors, c'est peut-être l'attitude, si on veut, ou la stratégie qu'on est sur le point d'adopter là avec le gouvernement Legault. Ouais. Dans les autres dossiers qui seront à surveiller, il y a évidemment la crise au Parti libéral du Québec. La chef Dominique Anglade a claqué la porte après avoir mené les libéraux, finalement, à la pire défaite de leur histoire. Ce sera quoi le plus grand défi du Parti libéral pour cette nouvelle session parlementaire? Bien, c'est de garder l'unité, hein. C'est d'essayer de ramener, si on veut, l'unité autour du caucus. Ils ont un chef qui s'appelle Marc Tanguay qui songe peut-être à se présenter dans la course à la chefferie du Parti libéral. Là, il est là en intérim. De quelle façon est-ce que ça va être ça va pas lui nuire justement pour essayer d'aller faire une sorte de cohésion au sein du parti. On sait qu'il y a 2 autres députés qui sont intéressés, Monsef Déragi et bien sûr André Fortin là, qui sont intéressés aussi. Alors, donc, le défi, je pense, de Marc Tanguay, c'est de garder l'unité de ses troupes. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, c'est que bon, il y a sur 19 députés restants au Parti libéral, il y en a 10 qui sont des nouveaux députés qui n'ont jamais siégé. Alors, il y a aussi un défi de faire en sorte que lors de la période des questions, ces gens-là soient efficaces à poser des questions. Ils ont chacun des dossiers spécifiques. Et quand viendra le temps de poser des questions au gouvernement Legault, à François Legault, qui est très expérimenté, c'est le doyen de l'Assemblée nationale, ben, ils vont devoir justement essayer d'avoir une forme de cohésion. Et cette semaine, ils ont fait au Salon Bleu, ils ont réservé le Salon Bleu pour justement faire des pratiques, là, de faire en sorte que les nouveaux députés qui auront des questions à poser à François Legault puissent se familiariser avec l'environnement puis avec le temps également qui est très, très serré. Là. Alors, il y a tout ça, là, bien sûr. C'est des nouveaux députés qui arrivent. Plus de la moitié sont des nouveaux députés. Il faudra essayer de garder la cohésion et de maintenir une opposition qui soit efficace contre François Legault. Donc, ce sera une rentrée fébrile du côté de Québec. Louis Lacroix, correspondant parlementaire pour le réseau Cogeco. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 23 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.